Bonjour à tous, je suis avec Kilina Hills et Geneviève Small. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous avez, Bonjour. vous avez coécrit l'ouvrage 97 exercices décalés pour prendre la parole n'importe où, n'importe quand, avec presque n'importe qui. Et avant de vous interviewer sur cet ouvrage, est-ce que Kilina, vous pouvez vous présenter succinctement et ensuite Geneviève, est-ce que vous allez vous présenter? Alors moi, donc, je m'appelle Kilina Hills, donc franco-britannique et aussi canadienne. Eh bien, ça fait 35 ans, je crois, maintenant que je suis dans le domaine de la communication et que j'aide les gens qui sont terriblement ennuyeux à devenir terriblement intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Ça suffit, hein? Oui. Oui, tout à fait. Geneviève. Mais je trouve que c'est un beau résumé qu'ajouter. Sinon, moi, je suis belge. Alors, je travaille dans la communication aussi. Je viens de l'univers du théâtre, de la mise en scène. Donc, j'ai fait le conservatoire. J'ai enseigné pendant des années. Et alors, moi aussi, je trouvais les discours, les présentations terriblement ennuyeuses. Je crois que ça a été le moteur, en fait. Sinon, que le fait d'avoir les outils du théâtre, évidemment, ça aide à se positionner. Apprendre et transmettre les outils du théâtre, c'est une aide très très efficace aussi, mais cet ennui que j'éprouvais, cette lassitude, voire cet agacement en voyant certaines personnes prendre la parole et les voir se prendre les pieds dans le tapis, je pense que ça a été le moteur qui a fait qu'à un moment, je suis passée de l'autre côté. Ben, je me rappelle pour la première fois quand j'ai dû prendre la parole en public devant 50 personnes, c'était à Varsovie. J'étais jeune formateur chez AXA, je débutais. Et encore aujourd'hui, ce matin, quand je me préparais pour l'interview, je me rappelle dans quelle salle ça s'est passé. Je me rappelle qui était à côté de moi. Je me rappelle toutes ces émotions et cette peur, de dire mais qu'est-ce qui va se passer maintenant et le trac que j'avais. Et justement, vous en parlez dans votre livre. Dans votre livre, c'est justement tous ces exercices de la prise de voix, de langage et aussi comment être à l'aise. Ben, justement, je pense que vous avez très bien résumé, Kilina, l'objet de ce livre. Et comment ça se fait? Comment vous êtes rencontrés, premièrement? J'aimerais bien savoir. Et comment vous avez procédé pour écrire ce livre? D'où est justement cette idée? Pourquoi 97 exercices, justement? Ça fait beaucoup de questions. Alors, comment on s'est rencontrés? Moi, j'ai lu… Geneviève. Moi, j'ai lu le livre de Kilina sur le charisme. Alors, je suis tombée dessus, mais complètement par hasard. Et je l'ai lu, je l'ai dévoré. Donc, si vous avez l'opportunité, ce livre est vraiment fabuleux. Et comme c'était proposé à la fin de contacter la personne qui l'avait écrit, j'étais au tout début, je venais juste de quitter mon boulot, je n'avais pas encore vraiment monté mon projet. Et donc, j'ai contacté Kilina, morte de trouille, en me disant, celle-là, elle a écrit mais merveilleusement ce que je pense profondément pour moi. Et donc, nous avons eu une rencontre il y a 10 ans. Il y a 10 ans quand même, dans un café à Paris, à l'époque lointaine, où on pouvait encore aller dans des cafés à Paris et se rencontrer, et qui, ma foi, qui a débouché sur rien. Parce que pendant 10 ans, ou il y a plus finalement, pendant 10 ans, on ne s'est pas vus. J'envoyais parfois un timide mail pour souhaiter une bonne année. Et moi, j'ai commencé à monter mon activité à ce moment-là. Et on s'est revus 10 ans après lors d'un événement, un forum Jump, en fait, qui se passait à Lyon. Et c'est à partir de là qu'on a décidé d'écrire sur base d'un échange de mails, finalement, disant des exercices, oui. finalement. Oui. C'est ça, hein? Tu veux continuer, Kilina? Oui. Alors, je voudrais
continuer là-dessus parce que bon, notre rencontre effectivement dans un café à Paris, mais moi j'habitais au Canada à l'époque et je traversais l'Atlantique quasiment tous les mois et je crois que ceci explique le fait qu'on ne se soit pas plus rencontrés. Si j'avais vécu par exemple à Paris, c'est pas loin la Belgique. Bon. Et donc j'étais revenue en France et quasiment tout de suite après mon retour, c'est là que Geneviève m'a dit, tiens, je vais à ce forum, ça te plairait de venir. Donc j'y suis allée et à partir de là, mais ce qui est drôle, c'est quand Geneviève, tu m'as envoyé un mail en disant, bon, on ne trouve pas d'exercice sympa, il n'y a pas de bouquin là-dessus, ils sont tous très ennuyeux. On s'était lamenté d'ailleurs toutes les deux sur ce sujet. Et c'est là que Geneviève me dit, et qu'est-ce que tu dis si nous, on l'écrivait ce livre? Et j'ai eu un choc, parce que je sais ce que ça implique, écrire un livre, ça ne prend pas 2 secondes, hein, si on est sérieux, etc. Et j'ai fait et j'ai répondu, je crois, dans la foulée quasiment, j'ai dit, d'accord, pourquoi pas. Et après, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'en regrette pas du tout. Et alors, on l'a écrit à 2, mais bon, Geneviève en Belgique, moi dans le sud de la France, et on s'est partagé les tâches. Et ce qui était quand même un challenge parce qu'il fallait qu'il y ait une cohérence de style, etc. aussi hein, dans le livre. Donc, je ne sais pas si on peut se rendre compte de qui a écrit quoi. Je ne sais pas, mais moi je sais, mais toi aussi, hein, Geneviève. Mais je ne sais pas si les gens savent. Voilà. Ben, moi, en tout cas, j'ai pas trouvé, hein, parce que ben, justement, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que quand vous donnez des exercices, vous mettez en fait une sorte d'un contexte. Vous mettez combien de temps ça prendra un exercice. Ben, en fait, vous avez mis en fait des indicateurs qui sont super faciles à mettre en place et on peut, si par exemple moi j'ai envie de parler de partir sur ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les 30 secondes, par exemple. Les 30 secondes, les premières 30 secondes qui sont super importantes. Et comme par exemple, je participe en Pologne à des petits déjeuners d'entrepreneurs régulièrement, ben, en fait, pendant des petits déjeuners d'entrepreneurs, j'ai 1 minute pour présenter qui je suis, qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce que je peux proposer aux autres. Et je me rappelle quand je suis allé la première fois, eh ben, ça passe très vite 1 minute. Et justement, vous posez, est-ce que vous pouvez déjà, est-ce qu'on peut parcourir pendant notre interview ben, sur quelques pépites, sur quelque chose pour facile à appliquer, mais déjà la première chose, ce premier contact, ces premières 30 secondes, pourquoi c'est si important, Kilina? Eh bien, parce que c'est dans les 30 premières secondes que, même avant d'ailleurs, même avant, que les personnes se font déjà une idée de vous. C'est-à-dire qu'il y a un jugement instantané qui se produit par rapport au cerveau reptilien, qui est le cerveau archaïque et qui décide instantanément si vous leur plaisez, si vous ne leur plaisez pas, s'ils vous trouvent séduisants, mais pour des choses autres que professionnelles, ou si ils s'en fichent complètement. Donc, c'est plus qu'important, c'est crucial. Hein, Geneviève? Je pense que s'il y a 2 choses à mémoriser, vraiment, en tout cas à bien connaître, pour le reste, absolument pas, mais c'est le début et la fin. C'est savoir exactement comment vous commencez et savoir exactement comment vous terminez. Or, ce sont des plages qui sont souvent négligées. Alors, je sais pas en France, en Belgique, on commence souvent les présentations par bon ben voilà, et on les termine par bon ben voilà, j'ai fini. Et platch, quoi. Et ça tombe mal. Et moi, j'ai même entendu, oui, et moi, j'ai même entendu à la fin, bon, j'espère que ça n'a pas été trop long. C'est horrible. Ce qui veut dire que oui, ça a été trop long. Alors, Voilà. Geneviève, comment faire, si vous pouvez donner une pépite ou 2 pépites, comment faire justement pour impacter en 30 secondes euh, consciemment eh ben, le public face à moi ben, pour qu'il puisse m'écouter derrière?
Comment vous pouvez commencer? Et il y a 1000 façons de commencer, différentes, et ça va dépendre du contexte. Par exemple, si vous êtes plusieurs à prononcer un discours, quelque chose de très formel, moi, au bout du 3e ou 4e qui vient à la même place, derrière son pupitre, avec un PowerPoint, derrière un micro qui est fixé, moi, je m'endors, hein, c'est terminé, j'ai complètement décroché. Donc, il y a 1000 façons de commencer. Alors, on peut simplement avoir un placement qui est très différent. On peut commencer du fond de la salle, on peut commencer, alors je vous le fais vraiment en gros, hein, je vous donne plusieurs trucs comme ça, dans le livre c'est bien détaillé. Vous pouvez commencer en interpellant le public, en posant une question qui les fait réfléchir, etc. Donc vous avez d'abord ces 30 premières secondes qui sont même avant de parler. Vous voyez, juste au moment où vous arrivez, où là, effectivement, comme le disait Kilina, on se fait déjà une idée de la personne. Et alors, je ne sais pas si vous avez eu des profs comme ça, mais parfois, ils arrivent en classe et on sait que ça ne va pas être drôle. Et on sait qu'on va s'ennuyer. On perçoit aussi déjà l'énergie de la personne, son regard, comment elle nous voit, son sourire ou pas. Il y a 1000 façons de commencer, mais il y a aussi 1000 façons de ne pas commencer ou qui sont très mauvaises pour commencer. D'accord. Kilina, est-ce que le rôle de ma posture, le fait comment je suis devant la personne, est-ce que c'est quelque chose, parce que j'ai aussi regardé une vidéo sur YouTube, hein, quand vous expliquez que c'est déjà important, donc ça, on le sait, vous le dites aussi dans le livre. Est-ce que c'est quelque chose que je peux apprendre à faire? Et si oui, comment le faire? Oui, alors déjà, la posture, c'est quelque chose d'absolument essentiel parce qu'à partir de la posture, vous allez soit être perçu comme quelqu'un de crédible, d'assuré, ou au contraire, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, etc. Et bon, et ça ne rassure pas. Parce que l'idée, c'est quand vous arrivez devant un groupe de personnes, que ça soit un grand auditoire ou un petit groupe, les gens, s'ils sont là pour vous, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés qu'ils ont fait la bonne chose de venir vous écouter. Donc, les rassurer que vous êtes quelqu'un, sur le plan humain, que vous êtes quelqu'un de bien sur le plan humain, et deux, sur le plan professionnel, que vous êtes quelqu'un de crédible, qui sait de quoi il parle. Donc, la posture, ça va être vraiment le cœur même de cette crédibilité. Et par exemple, si on parle des 30 premières secondes, eh bien déjà, dès ces 30 premières secondes, imaginez que vous devez arriver sur scène. Ça peut être devant un assez grand auditoire, vous devez arriver sur scène. Eh bien, ce n'est pas une fois que vous êtes arrivé qu'il faut songer à votre posture et à ce que vous projetez. Donc, c'est dès que vous sortez, enfin que vous arrivez sur scène, vous avez une posture droite, vous vous tenez droit. Vous vous souvenez quand vos parents, quand vous étiez enfant, vous disiez « Mais enfin, Nicolas, tiens-toi droit ». Oui. Voilà, eh bien, ils avaient raison, parce que se tenir droit, ça montre une assurance et les gens vous font confiance. Donc, vous tenez droit, la tête haute, et vous marchez avec des grands pas, pas des petits pas, parce que les petits pas, ça fait, vous voyez, c'est pas rassurant. Donc, une posture. Et ensuite, quand vous êtes devant votre public, vous gardez cette posture droite, assurez les épaules plutôt en arrière, vous voyez, pas les épaules comme ça en avant, mais plutôt comme ça, et les pieds bien plantés dans le sol, écartés d'à peu près, vous voyez, une largeur comme ça. Alors, pas les pieds comme ça, pas les pieds en dedans, les pieds droits, bien ancrés. Et là, ça donne une solidité. Et ça, franchement, ça peut changer la vie de quelqu'un quand il présente. Ça peut tout changer. D'accord, merci. Donc c'est vrai que rien que de le faire comme ça, de Oui. s'ouvrir quelque part, c'est ça? Déjà, sur moi, ça va avoir un effet. On le sent tout de suite. Sinon, on a tous tendance un peu à s'avachir, c'est normal, c'est bon. Mais il faut vraiment être vigilant et se rappeler que non, je ne peux pas m'avachir. Je me tiens droit.
je rassure mon public. D'accord. Et après, la question, c'est de s'exercer avec cela, tester. Et comme en anglais, on dit enfin, jouer le rôle, hein, fake it until you make it. Donc, faire jusqu'à, même si je ne me sens pas à l'aise avec ça, mais l'objectif, c'est de jouer le rôle. Très bien, Oui, merci pour cette astuce. Et la deuxième question, la deuxième chose que j'observe et que vous parlez de cela aussi dans le livre, c'est le regard. Donc, j'ai un public, je suis devant un public où je dois donner une conférence, un cours ou bien me présenter devant, je sais pas, pendant une réunion. La question du regard, parce qu'on voit souvent la personne qui, le regard, il s'en va à gauche, à droite, ou la peur de, justement, de regarder les autres. Comment faire, Geneviève? Quelle est l'importance d'une part et d'autre part, voilà, comment surmonter cela? Ça va de pair, hein, avec l'attitude. Une fois que vous avez l'attitude, donc vous avez le geste haut, la posture symétrique, le regard va souvent aller à la suite. Et alors, c'est capital parce que vous avez raison. Les gens regardent en haut, regardent en bas, mais c'est normal. Parce que quand on cherche quelque chose, quand on cherche des idées, à un moment, ben, le regard, il va partir vers le haut. On est en train de chercher et voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent. Maintenant, si vous avez le regard en l'air tout le temps, où vous regardez vos chaussures, vous regardez par la fenêtre, où il ne se passe absolument rien, vous perdez le contact avec le public et là, c'est très embêtant, évidemment. Donc, vous avez toutes les bonnes raisons de regarder ailleurs que le public, parce que le public, ça peut être terrifiant. Alors que d'un autre côté, le public ne demande que ça, à être regardé. Pour que vous soyez écouté, vous devez le regarder, en fait, vous devez l'envoûter. Vous devez le regarder comme si vous l'aimiez, comme s'il y avait que lui, comme s'il était vraiment important. Alors, comment on s'entraîne à ça? Eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas, c'est bien ça. C'est faites-le jusqu'à ce que ça devienne naturel. Faites semblant, entraînez-vous à regarder les gens dans les yeux jusqu'à ce que ça devienne naturel. Maintenant, moi, je fais souvent la différence entre le regard de chat et le regard de lapin. Vous voyez comment ça regarde un lapin? Je sais pas, vous avez un lapin? Non, j'ai pas de lapin, je ne sais pas comment ça regarde. Est-ce que vous avez un chat? Non, mais ma belle-mère, elle a beaucoup de chats. Voilà. Eh ben, écoutez, alors je vous donne l'info. Quand vous regardez un lapin, le lapin, il vous regarde, mais il a un regard un peu vide. Enfin, il regarde un petit peu sur le côté. Donc, je vous le fais. D'accord. Regard de lapin. Mais si vous faites des petits mouvements devant un chat, il ne va pas faire la même chose. Donc, le chat, il a un regard vif et alerte. Vous faites ça devant un chat, effectivement, il va suivre des yeux. Le lapin ne va pas suivre des yeux. Alors, c'est ça. L'orateur, l'oratrice, c'est un chat qui regarde, qui suit, qui est à l'affût de ce qui se passe dans son public. Et c'est important de les regarder parce que s'ils montrent des signes d'impatience, s'ils commencent à s'endormir, s'ils commencent à discuter avec leurs voisins, vous devez au moins le percevoir. Donc, à partir du moment où vous prenez la parole en public, vous êtes un chat, une sorte de prédateur, en tout cas prédateur du regard. Mais oui, effectivement, ça vaut la peine de s'entraîner, de faire semblant, même si vous êtes mal à l'aise. C'est exactement la même chose avec la posture. Entraînez-vous. Alors, au début, on est peut-être mort de trouille. On a l'impression de faire des grands gestes plutôt que de laisser ses mains. Souvent, on dit d'ailleurs, hein, qu'est-ce que je fais de mes mains? Les laisser dans les poches ou derrière le dos. Non, non, entraînez-vous, filmez-vous. Filmez-vous, c'est facile maintenant de se filmer, de se regarder. Parfois, on a l'impression qu'on donne une image pitoyable ou exagérée, et c'est pas vrai. On a des fausses impressions. Ça vaut la peine de se filmer. Oui, oui, oui. Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport justement au regard, parce que le regard, c'est quelque chose d'intime, n'est-ce pas? C'est quelque chose que quand on a une conversation passionnée avec des amis, on les regarde, n'est-ce pas? On ne regarde pas le plafond ou par terre ou de côté. Donc, c'est un dialogue. Quand on parle face à un auditoire, la plupart des gens, ils se mettent en mode présentateur.
Et du coup, c'est en mode monologue. Donc, quand on est dans un monologue, on est concentré sur soi, on ne regarde pas, ou on regarde comme le lapin, et le public n'est pas engaged, il n'est pas, je ne trouve pas le mot, mais enfin, Engagé. il n'est pas, voilà, merci. Et du coup, imaginez-vous que c'est un dialogue. Et quand c'est un dialogue, comme disait Geneviève, on voit très bien ce qui se passe, comment le public réagit, etc. Et soyez concentrés sur votre public, focalisés sur votre public et non pas sur vous. Et c'est ça qui fait toute la différence. D'accord. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Une fois, ça m'est arrivé justement, j'animais un atelier de lecture rapide pour une vingtaine de personnes. Et justement, dans les ateliers, j'engage les personnes. Mais ils étaient dans la salle à gauche, à droite. Et après l'atelier, il y a une personne qui vient me voir, elle dit « Ah, mais j'ai adoré comment tu as animé un atelier. Et en plus, j'avais le sentiment que tu me regardais tout le temps. » Or, je sais parce que je sais que c'est des techniques de conférencier ou de prise de parole et que tu regardais toute la salle. Mais en fait, ça m'a donné une super proximité et c'était génial. Et c'était la première fois. Moi, je ne connaissais pas vraiment ces techniques, mais visiblement, j'étais bien dans mon rôle et j'étais engagé, j'ai engagé les personnes. Mais c'était vachement intéressant comme retour d'expérience parce que ça change tout en fait. Les personnes qui ressortent sont complètement voilà, engagées et puis d'autre part très, très, très contentes. Euh, une autre chose, justement, vous en parlez dans le livre, c'est aussi justement connaître son public. Comment faire pour connaître mon public? Est-ce que voilà, vous avez 2-3 astuces pour aider les personnes qui nous regardent? Parce que vous savez, il y a des exercices aussi, il y en a 97. Et bien évidemment, j'invite tout le monde à acheter le livre, surtout que même on peut l'acheter maintenant en Kindle. Et votre livre, c'est comme une formation pratiquement. Est-ce que vous pouvez donner une astuce ou deux, Kilina, pour faire comment je fais pour connaître mon public? Si par exemple, je ne sais pas, je découvre le public, je dois prendre la parole dans une réunion, mais peut-être comment faire pour… Alors, bon, enfin, déjà, dans un premier temps, s'adresser à un public dont on ne sait rien, moi, je dirais, si possible, éviter d'y aller. Enfin, ça dépend du sujet que vous abordez, mais ne pas connaître du tout son public. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Geneviève? C'est pas bon, ça. Ça n'arrive pas souvent. D'accord, ok. Voilà. Hein. Les gens sont donc, quand même en général… raison, hein. Non, vas-y, Geneviève. Les gens sont quand même là pour une raison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils viennent vous écouter, où vous devez prendre la parole, vous avez quand même quelques indications, savoir quel est le contexte dans lequel vous prenez la parole. S'ils sont, je sais pas, vous êtes directeur d'école, vous devez prendre la parole devant les parents. Même si vous ne connaissez pas les parents, vous ne connaissez pas forcément, les connaissez pas intimement, vous ne connaissez pas leurs valeurs, mais enfin, vous savez que leurs enfants sont dans cette école, ça vous donne quand même déjà pas mal d'indications. Une autre façon de savoir, c'est de poser des questions. Donc, si vous n'avez pas pu avant anticiper, c'est de poser des questions lors de votre intervention. Rien ne vous empêche de dire qui parmi vous a et d'avoir un début d'interaction. Vous allez voir tout de suite. Si vous vous trompez, si vous adressez à, j'essaie de prendre un exemple, se tromper complètement d'interlocuteur, ça arrive. Et dire, mais en quoi ça nous concerne, quoi? Pourquoi est-ce que cette personne nous dit ça? Forcément, vous devez savoir un minimum pourquoi les gens vous écoutent, pourquoi ils sont là, pourquoi vous êtes là. Ça ne veut pas dire que vous avez forcément les CV de tout le monde. Oui, si vous voulez, il y a une question à se poser, c'est si j'étais à leur place, si je faisais leur métier, leur
activité, quelles seraient mes préoccupations. Et franchement, moi, je trouve, depuis quelque temps, grâce à Internet, etc., que ça m'a permis, moi, je me souviens une fois, je devais parler à des gens qui étaient des comptables. Je ne connais rien et je n'aime pas tout ce qui est à la comptabilité. Dès que ça me concerne, je déteste. Donc, c'était pas bien parti, quoi. Vous voyez, je devais quand même leur parler de la prise de parole, etc. Mais je parlais à des comptables. Donc, pourquoi ils voulaient en savoir plus sur la prise de parole? On peut se dire, qu'est-ce qu'un comptable a besoin de connaître la prise de parole? Donc, ce que j'ai fait, eh bien, je suis allée sur Internet, j'ai un peu regardé des sites qui parlaient de comptabilité, des échanges entre comptables, etc. Et j'ai commencé à voir quelles étaient leurs préoccupations. Et bon, la personne qui m'avait engagée, j'ai pu lui poser quelques questions aussi, parce que ça, c'est important. Et j'ai pu savoir que, eh bien, en fait, ce n'était pas tellement pour prendre la parole en public, c'était pour avoir les arguments qui allaient toucher leurs propres clients, qui eux ne sont pas des comptables, et les arguments vraiment comptables les gonflaient. Alors que là, ils voulaient apprendre comment parler un langage normal, le langage de leurs clients à leurs clients, sans leur parler le jargon. Donc, vous voyez, si je ne m'étais pas intéressée, je leur aurais fait un truc, une présentation sur la prise de parole, mais ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Donc, ça m'a permis de cibler. Qu'est-ce qui est important pour eux? Voilà, ça, si vous ne posez qu'une seule question, c'est ça. Qu'est-ce qui est important pour eux? D'accord. Merci beaucoup. Donc, en résumé, se préparer, la prise de parole, ça se prépare. Oui, Oui, je suis désolée de vous dire oui, et ça se prépare beaucoup. Et plus c'est court, et plus ça se prépare, finalement. Parce qu'on peut faire des trucs très longs, très ennuyeux. On colle tout là-dedans, et beaucoup de gens préparent beaucoup moins, justement, parce qu'ils en mettent beaucoup. Mais quand vous voulez faire quelque chose qui a de l'impact, ça demande beaucoup de préparation. Oui. Et d'autant plus une conférence. Ah ben oui. Justement, ce que j'aime bien, par exemple, dans les conférences, parce que ça, moi, ça m'arrive de donner de temps en temps des conférences sur la lecture rapide, c'est, je vois, quand je regarde plein d'autres conférences, il y a des TEDx et il y en a plein qui sont disponibles sur l'Internet, c'est la qualité des histoires. Et déjà, prendre la parole en racontant des histoires. Quel est le rôle pour vous, Kilina, des histoires dans la communication avec les autres? C'est très simple. Si on réfléchit à notre passé, avant Internet, avant les prises de parole en public, avant la mondialisation, etc., que faisaient les gens quand même ils n'avaient pas d'écriture commune? Eh bien, ils racontaient des histoires. Parce que raconter une histoire, ça engage les gens d'une façon absolument incroyable. Parce que d'une part, c'est illustré, ils voient ce qui se passe. Deuxièmement, c'est en mouvement, ce n'est pas juste un snapshot, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent suivre, et c'est quelque chose à laquelle ils peuvent s'identifier. Donc, il y a toujours dans une histoire, il y a quelque chose, et en général, il y a toujours un problème, quelque chose de tendu, parce qu'une histoire où tout se passe bien, ça n'intéresse personne, il faut quand même le dire. Donc, il y a une tension, il y a un problème. Après, il y a les personnages, etc., la situation, et que font les personnages pour arriver à résoudre ce problème. Et puis, à la fin, eh bien, il y a la résolution et les enseignements qu'on a pu en tirer, etc. Et ça, c'est quelque chose c'est quasiment irrésistible. La seule chose, c'est que, attention, on a beau parler de raconter des histoires, et il y a des gens qui font ça systématiquement, tout le temps, dans leur présentation, et ce n'est pas toujours approprié. et parfois elles sont trop longues aussi. Par contre, ce qui est important dans l'histoire, c'est choisissez-la bien, oui. Parce que les gens vont d'abord, ils vont mémoriser. Donc,
ils vont probablement oublier tout le reste, mais l'histoire, ils vont la retenir, et donc vous risquez d'être associé pendant longtemps à cette histoire. Donc, choisissez-en une qui, à la fin, vous met aussi en valeur, mais pas l'histoire qui dure 3/4 d'heure, bien sûr. Ça arrive. Hein. D'accord. Ben, justement, vous parlez aussi de, comment dire, je vais sauter un peu de sujet dans les introductions, parce qu'il y a aussi, l'introduction, ça risque de, comme vous dites, saouler tout le monde. Comment démarrer, en fait, pour tout de suite, pour aller dans le vif du sujet et même on a passé les 30 secondes, mais maintenant, voilà, comment aller dans le vif du sujet? Alors, il y a des choses qui sont beaucoup plus sexy que je vais commencer par l'historique. Or, c'est quelque chose qui arrive souvent dans son introduction et c'est de dire voilà ce que je vais dire maintenant et voilà comment je vais le développer. Et donc, il y a des introductions qui durent très longtemps. Mais la vraie spécialiste de l'introduction, c'est Kilina. Merci Geneviève. Tu es tout aussi spécialiste que moi, mais bon, en fait, une introduction, c'est vraiment le moment où vous voulez avoir l'attention de votre public tout de suite et faire en sorte que lui donner envie à votre public de vous écouter. Donc, c'est sûr que si vous dites « voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'eux », ils sont déjà à moitié endormis. Donc, moi, je trouve qu'une des choses les plus impactantes, c'est de commencer par une question. Une question, pourquoi? Parce qu'une question, c'est totalement irrésistible. Si je pose une question à quelqu'un, là, si je vous demande quelle couleur des yeux de la reine Elisabeth d'Angleterre, eh bien, vous êtes automatiquement allé voir son visage et vous dire, tiens, ils sont de quelle couleur ses yeux? Vous voyez, c'est irrésistible. Donc, première chose, attention à la question que vous posez. Ne posez pas une question trop compliquée. Si vous posez une question du genre combien d'entre vous ont trompé leur femme ou leur mari cette année, ça risque de mal passer. Voyez, sauf si vous êtes dans un groupe comme Alcooliques Anonymes, mais c'est les personnes qui trompent les autres anonymes. Voyez, bon, là c'est possible. Mais sinon, non, des questions très compliquées aussi, non, évitez. Donc, il faut que ça soit simple, comme par exemple, combien d'entre vous, cette année, ou non, combien de fois par semaine, on a des chiens, par exemple. Là, moi, je ne sais pas si vous avez un chien, mais moi, j'ai un chien. Combien de fois par semaine promenez-vous votre chien? Pendant 1 heure, au moins. Voilà, et là, les personnes sont engagées. Et quand vous posez une question, faites très attention parce qu'il faut que les gens sachent s'ils ont le droit de répondre. Vous devez leur donner la permission de répondre. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils posent une question, ils vont dire combien d'entre vous on prend chien pendant plus d'1 heure cette année et puis les gens, ils ne savent pas trop quoi répondre. Donc, vous levez la main et vous regardez les gens et comme ça, ils comprennent qu'il faut lever la main, par exemple. Hein. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est très puissant. C'est quelque chose vous pouvez commencer par une question provocante ou une citation, ou vous voyez, il y a plusieurs manières de commencer, mais vous pouvez provoquer, ça c'est assez jouissif de provoquer, mais il faut savoir ce que vous faites derrière. Par exemple, je pourrais commencer par si Hitler avait gagné la guerre, l'Europe serait maintenant forte et puissante. D'accord. C'est assez provoquant, n'est-ce pas? Oui. Bon. Donc derrière, il faut savoir ce que vous voulez dire. Et comme dirait Geneviève, il faut bien connaître son public parce que normalement, je dis ça et je suis choquée. Contraire, mon public, une fois que j'ai dit si Hitler avait gagné la guerre, on aurait enfin une Europe forte et puissante, et que je vois tout mon public qui fait « Ah oui, ah ouais, ah elle a raison ». Là, c'est que je ne connaissais pas mon public.
C'est- Il faut c'est- qu'il y ait un rapport, évidemment. Si vous posez une question, donc si vous parlez des chiens, il faut que le sujet de votre présentation soit les chiens. Avoir quelque chose qui est complètement, Oui, merci. voilà, complètement décalé n'a pas de raison d'être. Oui, bien sûr. C'est vrai. Oui, non, mais c'est très juste ce que tu dis, Geneviève, parce que moi j'ai vu beaucoup de présentations où ils commencent justement par une blague, par exemple, bon, qui parfois, hélas, n'est pas très drôle, mais même quand elle est drôle, si elle n'a rien à voir avec le sujet, je ne vois pas trop l'intérêt, quoi. Bon. Et d'ailleurs, éviter de commencer par une blague en général, hein, parce que les gens ne s'attendent pas à ça et souvent, ça les empêche de la comprendre parce que c'est trop rapide. D'accord. Mais pendant mon intervention, c'est intéressant peut-être de mettre une anecdote ou une blague qui va faire rire les gens, mais je ne commence pas par Oui. une blague. À moins que vous soyez vraiment très très fort, mais si vous n'êtes… on m'apporte un café, j'en profite. Profitez-en. Merci. Oui, je profite. Où en étais-je? Du coup, j'ai perdu le fil là. Justement, si on est fort par rapport à la blague. Faites attention quand même, parce qu'il y a… Enfin, moi, je vois très souvent des présentateurs, des formateurs qui, à un moment, lâchent une blague inappropriée, donc pour faire rire une partie du public, les hommes, par exemple, mais pas du tout les femmes. Et voilà, je trouve qu'à ce moment-là, on peut perdre beaucoup, beaucoup de crédibilité. Alors, l'anecdote, oui. La blague, c'est toujours un petit peu dangereux. D'accord. Ok, parfait. Merci déjà pour cette idée de commencer par les questions. C'est quelque chose que j'ai testé déjà. Et c'est vrai, par exemple, je commence soit une conférence en ligne ou une conférence par si c'est sur la lecture rapide, je dis, est-ce que ça vous arrive de lire un livre, partir dans vos pensées et perdre le fil et ensuite vous frustrer par rapport à votre lecture? Et C'est puis, parfait, ça. tout le monde lève la main. Je dis, parfait, je suis Ouais, Nicolas c'est Léziac parfait. et restez avec moi car je vais vous donner des astuces comment éviter ce phénomène. Ouais. Voilà. Et là, vous n'avez pas besoin de C'est commencer. très bien. Déjà, là, ils sont là pour quelque chose. Voilà. Tout le monde est avec vous. En fait, vous avez réussi à fédérer avec une simple question, parce que tout le monde est concerné, évidemment, par ce genre de choses. Et donc, là, tout le monde vous suit. Et en plus, vous proposez une solution. Là, maintenant, comme vous venez de le dire, j'ai envie de suivre cette formation. Bravo. Merci. Une des dernières questions, c'est justement le sujet qui me préoccupe en ce moment pas mal, c'est justement les conclusions. Comment terminer justement une présentation, comment terminer avec un impact, comment justement, comme le moment de début, c'est important, et à la fin, c'est justement le fameux appel à l'action, qu'est-ce que je veux obtenir, comment j'ai envie d'impacter les gens pour que le message puisse rayonner, etc. Quels sont les trucs et astuces, quelles sont les choses à prendre en compte dans la conclusion? Ça, c'est vraiment quelque chose qui se prépare. Et c'est vraiment quelque chose qu'on oublie. L'appel à l'action, vous avez bien raison. Le nombre de fois où, très simplement, même moi, ça nous est arrivé, hein, Kilina, on a donné une conférence et puis on s'est dit, mais mince, on n'a même pas des cartes, on a complètement oublié de demander les cartes des gens. Et donc, on peut avoir un appel à l'action qui arrive pouf, à la fin, par rien, quoi. Et alors, on s'en mord les doigts, on se dit, c'est dingue, quoi. Nous, en plus, on n'a même pas préparé cette fin-là. Quel résultat est-ce qu'on veut obtenir à la fin de l'intervention? Et on veut que les gens se mettent en action, on veut qu'ils fassent quelque chose de précis, on veut qu'ils nous donnent des informations. Et si on n'a pas préparé, en fait, voilà, on est tellement pris par ce qu'on dit que ça finit par un rien. Il y a aussi cette période un peu critique de questions. C'est à la fin de votre intervention de dire est-ce que vous avez des questions? Et là, en général,
ça se passe pas bien et les gens perdent beaucoup, beaucoup d'attention. D'abord parce que si vous avez un grand public, souvent il y a un micro quand il y en a un, donc on n'entend pas les questions du public, on entend la personne qui répond, il commence à y avoir un petit peu de mouvement. Et c'est vraiment important que cette période-là de questions, elle soit bien préparée, elle soit bien cadrée et avec un son parfait. C'est aussi important que ça ne se termine pas par ça, que l'orateur ou l'oratrice puisse à la Voilà, fin oui. reprendre le pouvoir pour terminer proprement et rappeler à ce moment-là quel était le message principal, l'objectif de l'intervention et l'appel à l'action. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez préparer et vraiment bien préparer. Donc, comme on l'a dit au début, le début et la fin de votre intervention, ça doit être nickel. Il peut y avoir un peu de flottement au milieu, mais début et la fin, nickel. Oui, 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 absolument. Et si je... Mais oui, oui, absolument. Et c'est vraiment très, très important ce que tu disais, c'est la plupart des gens terminent par la session de questions-réponses. Et du coup, s'ils luent totalement la conclusion justement qu'ils ont faite juste avant, ou alors ça peut vous arriver de faire une session de questions-réponses parce que c'est organisé comme ça, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, vous profitez de la réponse à une des questions qu'on vous pose pour revenir sur votre conclusion, celle que vous vouliez faire, quoi, votre appel à l'action. Ça, c'est super important. C'est super important. Ouais. Et dans le livre, on vous donne plusieurs façons de terminer qui sont très impactantes, hein, des façons techniques qui vont vraiment vous aider à bien préparer cette conclusion. D'autant plus, vraiment, je recommande d'acheter ce livre parce que c'est une mine d'or hein, au niveau exercice, au niveau qualité, voilà. Je le mets là. Moi, par exemple, j'aime bien terminer par une citation. Terminer avec une citation et dire merci. Ou j'ai inventé une phrase à moi, pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. Et comme ça, je termine. Et parfois, ça nous arrive quand on organise, par exemple, avec les collègues, le congrès de la mémoire, où la personne termine sa conférence et après, il y a une deuxième qui arrive sur scène et puis c'est là, on a un quart d'heure de questions-réponses, mais c'est déjà après la conférence, quelque part. Il y a des applaudissements, tout ça, l'impact qu'il a fait et maintenant, voilà, il y a des questions. Oui, vous passez à autre chose. C'est ça, c'est ça. Je voudrais vous dire, Nicolas, qu'en fait, dans l'exercice, donc il y en a 97, comme on dit en Belgique, on est vraiment parti de ce que nos clients nous disaient. Donc, à chaque fois qu'ils nous faisaient un petit commentaire, et c'est marrant parce que Kilina et moi, on recevait plus ou moins la même chose. Hein. Je ne sais pas où regarder, j'ai pas de charisme, je ne sais pas quoi faire de mes mains. Et à chaque fois, on a pris un exercice en rapport avec les problèmes que les personnes qui devaient prendre la parole nous donnaient. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce fameux 97. Oui, ça fait, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut, c'est pas un livre à lire comme ça en 2 heures, en mode lecture rapide. Mais moi, j'ai vu, il y a plein d'exercices à appliquer parce que justement, en conclusion de l'interview, de votre message, c'est que moi, ce que j'ai compris, c'est que la prise de parole, ça se prépare, c'est un travail d'acteur, c'est un travail de comédien qui se prépare, qui se perfectionne et c'est un travail sur soi avec, voilà, je m'enregistre, je travaille ma voix parce qu'on n'a même pas parlé vous avez plein d'exercices sur la voix, sur l'expression, sur le ton de voix, sur comment me faire justement entendre. Et moi, ce que je retire également, c'est que tout simplement, c'est pas anodin, c'est un vrai métier, c'est une vraie compétence à développer. Et c'est ça qui, avec les exercices que vous donnez, c'est ça qui est formidable. Qu'est-ce que vous avez envie justement de transmettre en conclusion pour les personnes qui veulent justement, qui sont inspirées là tout de suite, qui disent ah oui, c'est quelque chose que moi j'ai envie de faire aussi. Par quoi commencer?
Je voudrais dire que les exercices qu'on a écrits, Kilena et moi, ils sont bien décalés. Donc, on a pris des exercices qui sont drôles, qui sont sympas à faire et alors, avec des façons totalement inattendues. Donc, où il faut le faire des exercices dans sa douche, avec les voisins, dans le magasin. On peut faire des exercices en forêt, sur son lit, etc. Et des exercices qu'on peut faire seul. Aussi, ça, c'est important. Donc, on n'est pas… Alors, c'est un travail, vous avez raison, mais ça peut être un travail sympa. Donc, il va falloir le faire et le refaire, mais Oui. c'est pas quelque chose d'ennuyeux. C'est chouette de s'entraîner à la prise de parole. C'est sympa, on progresse. Oui, oui, oui. Vas-y. Vas-y, Oui, oui, Kylian. non, ce que je voulais dire, c'est que justement, la plupart des gens attendent d'avoir une occasion de prise de parole pour pouvoir s'entraîner. Non, là, c'est formidable parce qu'on peut s'entraîner dans la vie quotidienne, même en ce moment, en confinement. Alors bon, évidemment, les quelques exercices, notamment pour le regard, où l'on dit qu'il faut trouver une rue où il y a plein de bars pour pouvoir entrer dans chaque bar et faire l'exercice du regard, ben là, c'est foutu, on ne peut pas. Mais il y a quand même tout un tas d'exercices que vous pouvez faire même si vous êtes confiné tout seul. Donc, vous n'avez aucune excuse. Vous allez devenir excellent si vous pratiquez ces exercices. Et en plus, vous allez beaucoup rire. Parce que, et là, je voudrais rendre hommage à Geneviève. Geneviève a eu une idée absolument géniale pour chaque exercice, il y a un avertissement. Et ça, Oui. j'ai trouvé ça absolument… Ah oui, et alors là, je vais vous en lire un. C'est un exercice pour, je pense, pour le regard, hein, voilà, à faire soit tout seul ou avec l'application vidéo de son smartphone. Mais l'avertissement, il est celui-ci, à faire en cachette, sinon vous risquez de vous ridiculiser. Vous voyez. Donc, on vous le dit, il y a des choses, faites-les tout seul dans votre coin sans que personne vous voie, pour l'instant, vous voyez. Et puis voilà, et à chaque exercice, il y a des avertissements. Alors, par exemple, pour le regard encore, l'avertissement, c'est attention aux lourdeaux qui vont mal interpréter le regard, par exemple. Ça Vous peut voyez, des terminer par choses un comme ça. mariage même, j'ai vu. Oui, ça peut se terminer par un mariage, donc attention, vous voyez, et ça déjà, ça vous met dans l'esprit des exercices, ne serait-ce que l'avertissement. Donc Geneviève, absolument bravo pour cette Voilà, idée. vous êtes avertis. Très bien. Ben, je vous remercie pour cette interview, pour votre énergie, pour votre humour et puis pour votre professionnalisme. Et je vous dis à très bientôt. Bah, Ah, merci beaucoup, Nicolas, et c'était un très bon moment à trois. Au revoir. Au revoir.